Le dernier point que je voulais montrer avec vous sur ces parties outils liés à un peu à la qualité et qu'on intègre assez souvent dans les projets, c'est toute la problématique d'intégration continue. Donc, ce qu'on va voir un peu, alors très rapidement, hein, sur ces 15 minutes de slide, et après, de nouveau, j'essaierai de vous présenter un peu une démo, c'est qu'est-ce que l'intégration continue? Pourquoi est-ce qu'on fait cet effort d'utiliser des outils d'intégration continue? Qu'est-ce qu'on gagne à automatiser un peu toute cette chaîne? Par où on commence? Et puis, bah, qu'est-ce qu'on espère avoir comme cycle vertueux dans un projet où on utilise de l'intégration continue? Donc, si on prend quelques définitions, donc là j'ai fait un peu comme tout étudiant qui se respecte, je suis allé chercher les définitions entre deux Wikipédia. C'est quoi l'intégration continue? C'est l'ensemble des pratiques utilisées en logiciel qui consiste à vérifier qu'à chaque modification du code source, que ces modifications ne produisent pas de régression de l'application en cours de développement. Et donc, comment est-ce qu'on va vérifier qu'il n'y a pas de régression? Bah, très souvent, on va avoir à chaque modification de code source cette idée de tenter de reconstruire le logiciel, et puis si on a des tests et des outils de qualité, de passer ces tests, passer ces outils de qualité pour voir si on est toujours aussi fort en termes de qualité logicielle, et puis de voir si l'ensemble des tests passent encore. Une autre définition qui vient de justement un des éditeurs logiciels qui fournit une solution d'intégration continue, qui dit l'intégration c'est quelque chose de difficile, qui est souvent vu comme pénible, etc., qu'on ne fait pas assez souvent. Et donc l'objectif d'un outil d'intégration continue, c'est de faire en sorte que cette tâche qu'on oubliait de faire et qui, quand on devait la faire, soit pénible, que ça devienne une tâche simple, qui fasse partie intégrante de l'activité quotidienne de chaque développeur, et surtout qu'elle soit faite en background sans qu'il ait forcément à y penser. Donc, si on rentre dans le concret, c'est quoi? C'est une technique permettant, entre autres, de garder une équipe de dev en phase. Pourquoi? Parce que ça va éviter que, si je travaille sur l'ajout d'une fonctionnalité, que, en ajoutant ma fonctionnalité, je casse d'autres fonctionnalités et puis que je m'en rende compte beaucoup trop tard. Là, en fait, le fait qu'au fur et à mesure où je vais ajouter mes éléments, je vais pouvoir voir que les tests associés au projet fonctionnent toujours. Ça va me permettre d'être sûr de ne rien casser, etc. Limiter les risques de dérive, limiter la complexité, entre autres la complexité liée à la problématique de la construction du logiciel. On verra très souvent, c'est des outils qui ont poussé à utiliser des choses comme Maven, Grunt, NPM aussi, parce que à partir du moment où on va chercher à automatiser cette problématique de construire le logiciel, passer les tests, etc., ça va vouloir dire rendre explicite, rendre transparent toute cette phase de construction, d'exécution des tests, etc. Et donc on va avoir tendance à limiter la complexité des projets. Dans certains projets, ces phases-là étaient complètement opaques. Et dès qu'on va vouloir mettre en place l'intégration continue, ça va forcer l'équipe à rendre ces tâches-là de manière complètement transparente. Donc l'idée de base, c'est qu'à intervalles réguliers, ça peut être à chaque commit, ça peut être une fois par 24 heures la nuit, on va construire le logiciel, tester la dernière version, par exemple, de la branche principale, vérifier que tout passe bien, et si tout passe pas bien, communiquer pour dire attention, il y a quelque chose qui passe pas bien. Ça n'empêche pas, dans le message que je veux passer, que chaque développeur doit toujours tester, valider avant de committer son travail. Pourquoi? Parce qu'on évite de se servir du serveur d'intégration continue comme quelque chose qui va dire je vais vérifier si ce que j'ai fait ça marche. Parce qu'en fait, si on casse trop souvent l'intégration continue, le jour où elle marche plus, enfin le jour où justement elle remonte des erreurs, on a tendance à dire c'est pas grave, c'est quelqu'un qui a dû faire une erreur, mais c'est pas très grave. Alors que justement, on veut que si l'intégration continue soit mise en défaut, remonte une erreur, alors on veut que ça alerte l'équipe en disant il y a un problème. Donc c'est vraiment une mauvaise pratique de casser l'intégration continue, et vous verrez que très souvent en entreprise, il y a pour éviter ça, donc là je vais prendre une que je connais bien chez OBO par exemple, c'est une entreprise avec qui on travaille beaucoup, ils ont ce qu'ils appellent les choco commits. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un commit qui casse l'intégration continue, il paye le lendemain les pains au chocolat à l'équipe. C'est une astuce simple pour chercher à pousser les développeurs à éviter de se servir de l'intégration comme outil, comme un moyen de tester si leur logiciel marche. Non, s'ils veulent faire ça, ils font leurs tests en local, ils exécutent les tests en local. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à automatiser? Avant tout pour gagner du temps. On évite de faire ces tâches répétitives liées au build. Et donc en fait, comme on a cherché à automatiser ce build, automatiser cette phase de test, c'est assez simple de les exécuter
il n'y a plus de complexité liée à ça. On va gagner en confiance, éviter un peu les effets tunnels qui vont faire, qui des fois coûtent très très cher à l'intégration. Ce fait qu'on a développé, on est à la fin du sprint, on doit maintenant refaire tourner une démo pour faire la démo au client, et en fait on se rend compte qu'on est incapable de la refaire tourner parce qu'il y a un problème au build, parce qu'il y a en fait des régressions qu'on n'avait pas vues avant, etc. Il faut tout comprendre. Donc l'avantage d'avoir des procédures répétables, c'est qu'on va pouvoir identifier au plus tôt quand on a une régression, par exemple. Et puis on va diminuer le besoin de documentation pour tout nouveau projet. C'est ce qu'on avait vu avec Maven. On va avoir rendu explicite la problématique de build. Il va pouvoir aller regarder les scripts qui sont exécutés, regarder les tests. Dès qu'il y a un test qui est en erreur, on va comprendre pourquoi. On va pouvoir coordonner avec l'outil d'intégration continue, par exemple les outils de qualité comme Sonar, pour que à chaque fois que l'intégration continue passe, on mette à jour les métriques Sonar. On va pouvoir mettre là aussi des alertes sur certains résultats, sur certaines régressions, sur Sonar, etc. Donc tout ça, ça permet de garder une équipe de développement en phase et très souvent d'ouvrir cette problématique-là au client. Qu'est-ce qu'on a besoin le jour où on veut se mettre dans une démarche d'intégration continue sur un projet? La première chose dont on a besoin, c'est un repository de code source, donc un outil de gestion de version de code source, là où on va retrouver l'état à jour du projet. Donc, comme je vous ai dit, comme maintenant on utilise partout des serveurs SVN, des serveurs Git, etc., c'est pas un vrai problème. C'est pas un problème. On va venir se plugger à cet outil de gestion de code source. Il nous faut des tests automatisés. Pourquoi? Parce que, en fait, si on se limite à rebuilder le projet, c'est une première étape, mais en fait, on va pas voir énormément de régressions possibles sur certaines fonctionnalités, et donc on risque quand même de tomber dans l'effet tunnel à l'intégration qui consiste à dire j'ai rajouté un certain nombre de fonctionnalités et c'est simplement quand je vais les retester réellement que je vais me rendre compte qu'en fait j'ai cassé des anciennes fonctionnalités. Et donc le fait d'avoir des tests, c'est ce qui va me permettre de détecter au plus tôt des régressions. Il nous faut des scripts côté serveur d'intégration pour automatiser ce qu'on souhaite faire et puis un cron tab pour décider à quel moment on va déclencher ces scripts. Donc ces scripts, si on utilise des outils par exemple comme Maven, ça va être assez simple parce que tout ce qu'on va demander au projet, c'est de faire par exemple un Maven build. Et puis il nous faut des outils de communication, quelque chose qui envoie des mails quand il y a une régression, qui envoie des SMS, qui publie quelque chose sur un flux RSS, qui allume une lumière rouge dans le couloir, etc. etc. Vous verrez qu'il y a plein de choses autour de ça, mais en gros, il faut être capable d'alerter l'équipe que l'on a un problème sur le serveur d'intégration. Sur cette partie outils de communication, vous verrez que des fois, vous allez tomber, il y a souvent un enjeu politique de comment on remonte l'alerte. Parce que il faut surtout pas que le serveur d'intégration continue soit vu par les développeurs comme un outil de flicage. Donc dans beaucoup d'équipes où on est en mode agile, la communication passe bien, tout le monde va être notifié d'un problème d'intégration continue. Mais voilà, pour des problèmes des fois humains, vous allez avoir certaines gestions d'équipe où il va y avoir simplement soit le chef de projet et le développeur qui a fait la faute, qui en tout cas dont le commit est responsable d'une régression sur l'intégration continue. Des fois, c'est pas vraiment une faute, c'est juste qu'il y a un test qui n'est plus à jour non plus. Des fois, il y aura uniquement le chef de projet, des fois, il y aura uniquement un architecte technique qui contrôle ça. Voilà, cette organisation un peu de cette partie notification amène aussi des fois des enjeux, on va dire, de management d'équipe au sein des équipes de développement. Donc, il nous faut 4 briques. Le gestionnaire de build, le gestionnaire de test, le gestionnaire de source, le gestionnaire de notification. C'est un fonctionnement actif. Les développeurs commit, très souvent, le serveur d'intégration surveille le serveur de source. Ça peut être de différentes façons, il peut le surveiller toutes les heures. Comme on a dit, la plupart des gestionnaires de source sont capables d'envoyer des événements en disant qu'un commit est arrivé. Et donc très souvent, le gestionnaire de source, par exemple comme GitHub, va déclencher une requête HTTP vers le serveur d'intégration pour dire « Ah, il s'est passé quelque chose ». Et donc on n'est plus sur un mécanisme où le serveur d'intégration est uniquement en mode pool, il vient surveiller, mais il va être notifié par le gestionnaire de source. Donc un petit cas d'utilisation un peu joué. On a ce côté notre serveur d'intégration qui vient surveiller le serveur de gestionnaire de code source. Quand on a un commit qui arrive, ça va permettre que le serveur d'intégration vérifie ces modifications
récupère ces modifications, déclenche les scripts liés à la compilation, l'exécution des tests, les outils de qualité. De temps en temps, on va aller jusqu'au déploiement continu, donc il va déployer l'application sur un serveur, par exemple, de pré-prod, ce qui va lui permettre des fois aussi d'exécuter d'autres tests, des tests de charge, etc., ou simplement pour mettre à disposition de l'utilisateur final. Et puis derrière, on va avoir une notification s'il y a le moins de problèmes des développeurs sur ce travail. Donc ça, c'est le comportement classique d'un serveur d'intégration continue. Le gros intérêt aussi d'avoir un serveur d'intégration continue, c'est que ça va nous permettre de peupler tout un certain nombre d'outils de gestion de projet qui vont permettre de faire du reporting à la fois pour que le chef de projet puisse suivre un peu ce qui se passe sur le projet, mais très souvent, c'est des outils qu'on va aussi ouvrir aux clients. Pourquoi ? Parce que c'est un bon moyen de négocier avec le client du temps pour, par exemple, améliorer la couverture des tests. Le client, on va dire, OK, pendant un temps, on va faire un effort de couverture parce qu'on on est assez faible en couverture. Lui, ça va lui permettre de suivre en temps réel l'évolution de cette couverture ou des problématiques de performance ou des problématiques autres de qualité. On va pouvoir ouvrir tous ces outils de reporting aux clients et donc ça fait une certaine symbiose entre l'équipe de développement et le client, en particulier quand on est dans un mode d'agile où on essaie d'être assez en proximité sur les tâches qu'on est en train de réaliser. Il y a énormément de technologies existantes pour faire ça. Donc en TP, je vous proposerai d'utiliser Jenkins. Donc Hudson Jenkins, c'est la même base de code source au départ. Donc le projet au départ s'appelait Hudson, quand a été développé entre autres pas mal par Sun. Quand Oracle a récupéré Sun, ils se sont dit tiens, c'est intéressant, on peut peut-être faire de l'argent là-dessus. Donc en fait, ils ont changé un peu les politiques de licence. Donc le projet a été forqué autour de Jenkins. Et là, ils sont en train d'essayer de se rapprocher, parce que maintenant que Hudson avait perdu ses contributeurs, ça avait fait un peu mal à la communauté au départ, mais maintenant qu'elle s'est restructurée autour de Jenkins, Oracle s'est retrouvé un peu tout seul sur son projet Hudson, donc maintenant ils ont recherché à remerger ça. Il y en a évidemment plein d'autres, des outils comme Cruise Control, Apache Continuum, Quick Build. Un qui est très utilisé maintenant, c'est GitLab CI, qui est bien couplé avec Docker, qui marche bien, donc on l'utilise pas mal de cette façon. Qu'est-ce qu'on espère comme cycle vertueux ? La capacité à gagner du temps, on va pouvoir avoir des builds planifiés, des builds à la demande, on va monitorer en continu ce qui se passe. On a de la release presse-bouton, ça veut dire que si par exemple un client veut une nouvelle version rapidement, on est capable de la rebuilder simplement, et puis on est capable de relivrer à temps existant. Donc très souvent, on va plus loin que la partie intégration continue, mais on va vers ce qu'on appelle le déploiement continu, qui fait en sorte que si j'ai une application qui passe bien tous les tests, etc., au minimum, je la mets en pré-prod, voire on a des entreprises qui font du basculement en prod de manière totalement automatique. Exactement comme sur la gestion de sources, Google avait beaucoup communiqué. Google a énormément investi, énormément communiqué autour de ça. Ils ont un certain nombre de services comme ça, où donc un des exemples, c'est Gmail. Si vous regardez les numéros de version de Gmail tous les jours, vous verrez que ça s'incrémente un peu tout seul tout le temps. C'est que Gmail, dès qu'un développeur ajoute quelque chose, corrige un bug, etc., n'importe quoi, en tout cas modifie le code source, ils rebuild. Ils ont investi énormément sur la phase de test de charge, etc. Et donc si tout passe bien, le logiciel est mis tout seul en production. Donc, si on conclut un peu sur ces outils d'intégration continue, on a besoin d'un outil de gestion de build, un outil de gestion de test. Donc, nous, ce qu'on a vu ensemble, c'était Maven. Un outil de gestion de test, si on est dans le monde Java, ça va être des choses comme JUnit, comme driver de test, Selenium, si on est dans le cas d'une application web et qu'on veut faire des tests système. On a besoin d'un gestionnaire de source, SVN ou Git par exemple, et puis un gestionnaire de notification, par exemple le mail, pour remonter de l'information derrière. Alors, sur cette partie intégration continue, ne mettez pas en place un outil d'intégration continue pour le moindre TP. Autant pour la partie guide, je vous ai dit, c'est obligatoire, autant là, ce serait un peu too much. Par contre, dès que vous allez être sur des projets un peu plus longs, vous allez voir, là, en TP, on va mettre en place de manière un peu fictive un outil d'intégration continue, déployer un sonar, etc., pour voir comment ça marche. En fait, vous allez voir que ça se met en place, en une grosse demi-heure, ces outils-là.
Et donc, à l'initialisation du projet, quand vous êtes sur un projet un peu plus long, ça vaut le coup de mettre en place une intégration continue.